Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Florent Nowakowski, l'un des meilleurs vétérans actuels. Après des débuts en descente jusqu'à un titre de champion de France, il passe à la course en ligne puis au surski pendant une dizaine d'années avant de finalement revenir à la course en ligne. Entre-temps, avec sa femme, il crée le club de Fontainebleau et continue de s'entraîner comme un forcené, souvent seul, comme au long de sa carrière. Comment expliquer une telle longévité ? J'espère que l'épisode vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Florent et ses secrets. Salut Florent, comment ça va aujourd'hui ? Salut Rudy, ça va très bien. Voilà, en cette période de Noël, de fin d'année, là, on est en vacances, là, en famille, donc c'est plutôt sympa. Dis-moi que t'es parti au soleil. Alors non, on revient d'une petite semaine aux vacances, en vacances au sport d'hiver. Donc voilà. T'es un pratiquant de ski de fond comme beaucoup de kayakistes ? Alors oui, je fais du ski de fond, skating. Voilà, j'aime ça de plus en plus. Enfin, j'en faisais quand je m'entraînais en centre d'entraînement, mais je continue à en faire, et puis je fais un peu de ski alpin aussi avec mes enfants, en famille, voilà. Et là, donc, au moment où vous faites le podcast, on est en décembre. Est-ce que tu navigues encore en décembre ? Alors oui, j'essaye de naviguer quand même assez régulièrement. Donc, bon là, en cette période, je navigue quand même un peu moins, mais j'ai toujours plaisir à naviguer. Même en cette période hivernale. C'est toujours un plaisir de monter un petit peu sur l'eau, quoi. Alors comme tu sais, on va revenir sur ton parcours, et il y a pas mal de choses que j'ai découvert en faisant quelques recherches. Donc toi, comment tu as commencé le kayak ? Alors, j'ai commencé le kayak assez jeune, je devais avoir 10-11 ans. J'ai découvert le kayak dans le cadre d'une école multisport qui proposait un cycle de kayak. Et donc, ça m'a plu, et à la rentrée scolaire, voilà, j'avais demandé à mes parents de m'inscrire au club à côté de chez moi, qui est le club de Chelles, en Seine-et-Marne. Et puis voilà, ensuite j'ai commencé par l'eau vive, à faire des petits stages en rivière. Au début, c'était vraiment de l'apprentissage, hein. Voilà. Mais à Chelles, on navigue sur quoi ? Alors, c'était sur la Marne. Sur la Marne, voilà, et donc c'était un petit club où il y avait des adultes qui faisaient surtout du kayak polo, mais ils s'entraînaient aussi en descente, voilà, pour se faire la préparation physique. Et puis moi j'aimais bien monter avec eux, et puis c'est comme ça que voilà, je me suis entraîné aussi en descente. Voilà, donc j'ai commencé par le slalom et la descente. Ouais. Et est-ce que ça t'a tout de suite plu de faire du kayak ? Qu'est-ce qui fait que t'as persévéré ? Est-ce que c'est comme beaucoup, c'est l'ambiance, il y avait plein de copains ou pas ? Alors en fait, disons que j'ai participé.
il y avait des petites compétitions jeunes qui étaient organisées au niveau régional donc à la suite des premières compétitions, voilà, ça a été les premiers podiums, les premiers stages départementaux en rivière en Ardèche, les premiers stages régionaux ensuite. Donc tout de suite, voilà, ça donne envie. Puis j'ai intégré cette dynamique d'entraînement, de vouloir progresser, voilà. Ok, donc t'as rapidement eu des résultats alors. Oui, des Benjamins en fait, oui, à la suite des premières petites compétitions, ouais, qui étaient organisées, oui, c'était, oui, voilà. Ouais. Et est-ce qu'avant ça, tu faisais d'autres activités sportives qui font que tu t'es bien exprimé rapidement dans un bateau? Est-ce que tu as fait de la gym ou de la course à pied ou je sais pas, de la natation? Alors, j'avais goûté, oui, à plusieurs sports, mais j'avais pas vraiment de licence dans un club sportif, en fait. Mes parents m'avaient inscrit à une école multisport qui proposait plusieurs activités, avec des sports co, voilà, de l'athlétisme, voilà, on goûtait un peu à tous les sports, et ça me plaisait bien, quoi. Ça me plaisait bien. On avait des cycles comme ça d'activités sportives proposées à l'année, et c'était assez variable. Mais j'avais pas pratiqué de sport vraiment fédéral avant le kayak. Quand tu as commencé le kayak, est-ce que la pratique s'est concentrée exclusivement sur le kayak ou les entraîneurs de club vous avez fait aussi des petites activités annexes comme, je sais pas, courir un petit peu, justement aller au ski de fond, tout ça, ou c'était vraiment que kayak? Oui, c'était très kayak, hein. C'était que kayak parce que bon, j'étais dans un petit club, il n'y avait pas d'entraîneur vraiment. On avait des moniteurs, des adultes qui encadraient bénévolement, et donc tout ce qui est préparation physique générale, en fait, je l'ai fait après par la suite tout seul, voilà, parce que il y avait une dynamique régionale et on avait comme ça quelques comment dire, infos et plans cadres qui nous étaient donnés, voilà, mais non, c'était pas structuré, quoi. C'était pas vraiment voilà, des séances type dans la semaine. On y allait pour faire du bateau. Voilà. Je suis curieux d'un truc parce qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui ont été conviées à des stages, donc comme tu dis, départementaux, régionaux. Comment ça se passe un stage comme ça? En fait, c'est surtout pendant les vacances scolaires. Le comité régional propose des stages. Donc à l'époque, c'était il y avait Gilbert Trouvé qui était CTR et donc qui organisait régulièrement des regroupements et des stages régionaux pendant les vacances pour les meilleurs jeunes de la région. Et puis voilà, on partait en stage sur les rivières. Il y avait un accompagnement jusqu'en cadet par le comité régional. Voilà, moi je me rappelle d'avoir fait le championnat de France cadet avec le comité régional, championnat de France eau vive et slalom, descente. Voilà, donc on se déplaçait sur les sélectifs et puis on se préparait pour le championnat de France. Donc voilà, c'était des actions pendant les vacances. Et puis on avait aussi le mercredi après-midi à côté, il y a un bassin à côté du club, il y a un bassin qui a des îles mortes en slalom. Et tous les mercredis, en fait, il y avait aussi un entraînement qui était organisé le mercredi après-midi en slalom. Et donc du coup, comme c'était à côté du club, j'y allais. Voilà, et c'était plutôt sympa parce qu'on s'entraînait entre jeunes de différents clubs. Il y avait une bonne émulation. Donc en fait dans mon club j'étais un peu le seul jeune à m'entraîner, et mais ça me manquait pas, quoi. J'avais quand même un collectif. Hein, je m'entraînais j'avais l'impression de m'entraîner quand même assez régulièrement avec d'autres jeunes de d'autres clubs. Voilà. Durant ces stages, ça se passait comment l'organisation des journées? Est-ce que c'était 2 entraînements par jour? Est-ce qu'il y avait d'autres activités que le kayak? Comment c'était? Ah oui, alors pendant ces stages, voilà, on apprenait donc à s'entraîner. C'était un peu plus structuré, hein. On faisait effectivement des footings. Voilà, on travaillait la technique en eau vive. Oui, c'était bien encadré, quoi. Oui. Et ça durait, tu dis que c'était pendant les vacances, donc ça pouvait durer une semaine?
Oui, généralement, c'était le temps d'une semaine. C'était le temps d'une semaine et puis on naviguait le matin, l'après-midi. Le but, c'était de faire de l'eau vive. Voilà, on faisait beaucoup d'eau vive, on préparait la saison en slalom et en descente, puisqu'en fait à l'époque les championnats de France eau vive cadet, on était obligé de faire slalom et descente. Voilà, c'était un combiné des deux. Il fallait se sélectionner dans les deux disciplines et donc voilà, on mixait entre le matin et l'après-midi, entre les deux disciplines. Est-ce que malgré le fait que tu aies fait beaucoup d'eau vive à tes débuts, tu as quand même fait les régates minimes en course en ligne? Alors en minime, en fait, j'avais participé à une régate qui s'appelle la régate de l'avenir. J'ai des vagues souvenirs parce qu'en fait, il y avait une sélection régionale qui avait été proposée. Et oui, je m'étais aligné comme ça en course en ligne, mais bon, vraiment, c'était un peu compliqué parce que en fait, dans mon club, on pratiquait pas du tout la course en ligne. J'avais pas de bateau d'ailleurs, course en ligne. J'avais emprunté un bateau à un autre club et j'avais réussi quand même à me sélectionner. Et puis voilà, j'étais parti faire les régates de l'avenir. Mais bon, voilà, c'était très ponctuel. Voilà. Et comment ça se passait pour toi justement ces débuts en course en ligne? Est-ce que ça t'est arrivé à bien glisser? C'est ma question. Est-ce que tu étais stable? Non, pas trop. C'était compliqué parce que ça changeait vraiment beaucoup. Et puis, ouais, moi j'étais vraiment habitué à monter dans un bateau de descente. Alors en course en ligne, bon déjà j'avais pas la pagaie à adapter parce que je prenais ma pagaie de descente pour monter en course en ligne. Donc bon, la pagaie était plus petite. Et puis bon, au niveau stabilité, effectivement, j'avais du mal un peu à trouver de la stabilité et à utiliser bien mes jambes pour me stabiliser dans le bateau. C'est vrai qu'en descente, on est plutôt avoir une stabilité avec les genoux et le bassin. On est bien tenu au niveau du siège. Donc c'est vrai que ça changeait quoi. Ça changeait beaucoup. Mais bon, j'avais quand même, voilà, j'arrivais quand même à tenir dans le bateau et à faire glisser mon bateau quoi. Mais j'arrivais pas à m'exprimer autant que forcément en descente quoi. Comment ça s'est passé justement les championnats cadets en eau vive? Est-ce que tu as fait une bonne place? Alors, en KD1, j'avais dû faire dans les 10 premiers en descente. En slalom, j'étais un peu déçu, j'étais passé un peu à côté, un peu à travers la course. J'avais pas réussi à bien m'exprimer en eau vive. Et puis en KD2, j'avais fini 4e en descente et 4e au combiné. Voilà. Ok, donc là c'était bien là. Ouais, c'était plutôt pas mal. Oui, sachant qu'en plus il y avait quand même un bon niveau. En cadet à cette époque. Ça se tirait bien la bourre et je suis de la même année que tu vois Boris Saunier. Je me souviens, celui qui avait gagné en cadet, c'était Julien Decarzic. Voilà, c'est quand même des sportifs après qui ont performé en senior. Donc il y avait c'était quand même assez relevé, quoi. C'était quand même assez dense le niveau. Et est-ce que cette 4e place au combiné t'a donné accès à des études aménagées? Alors non, pas du tout. Moi, j'ai pas intégré en junior de section sport-études ou voilà de centre d'entraînement. Ça se faisait pas trop à l'époque. C'était surtout à partir de senior où tu pouvais intégrer un centre d'entraînement. Mais non, en fait, j'ai suivi une scolarité normale, voilà, sans aménagement. Et donc je m'entraînais à partir de junior, voilà, une fois par jour, après l'école, et le week-end et pendant les vacances. Là, à ce moment-là, est-ce que tu avais fait un choix entre le slalom et la descente? Alors oui, en junior, voilà, je décide de faire que de la descente. À cette époque, j'avais fait un bref passage aussi au club de Marseille-Mazargues. Que c'était faire à Marseille, parce que c'était de Paris. Ouais, voilà. Mais en fait, on avait déménagé dans le sud avec mes parents pour des raisons professionnelles et donc du coup, à partir de junior, voilà, je me suis licencié donc au club de Marseille-Mazargues et puis qui faisait beaucoup de descente et de slalom. Bah là, j'ai fait le choix de m'orienter vraiment sur la descente. En junior, on pouvait choisir entre les deux disciplines et donc voilà, j'ai fait le choix de faire de la descente. Est-ce que tu t'es illustré en descente avec ce choix?
En fait, en junior 1, j'ai fait les championnats d'Europe. Donc là, Ah bien. Ah ouais, donc plutôt bien. on avait terminé premier par équipe et puis j'ai fait 5e en individuel, en classique. Il y avait que la course classique. Il n'y avait pas de sprint. Hein. Voilà, c'était les courses classiques et puis voilà, ouais, c'était plutôt une année pas trop mal. Ah, en t'entraînant donc qu'une seule fois par jour, alors que certains s'entraînaient peut-être déjà 2 fois par jour. Je sais pas si il y en avait beaucoup qui s'entraînaient 2 fois par jour. Hein, en disant qu'on s'entraînait régulièrement, mais je pense qu'on était un peu tous dans le même cas. Hein, il n'y avait pas vraiment ceux qui étaient en équipe de France junior descente, ils n'étaient pas spécialement en section sport-études. Non. Quand tu fais 5e aux Europes, est-ce que tu envisages un jour de devenir champion du monde? Est-ce que c'est une ambition pour toi ou tu dis peut-être que c'est trop loin? Oui. Alors champion du monde, non, c'était un peu trop loin comme objectif, mais j'avais l'envie quand même d'intégrer l'équipe de France senior par la suite, quoi. C'était quelque chose qui m'intéressait, le haut niveau. Voilà, j'avais cette volonté, de performer, et puis j'avais vraiment intégré une dynamique d'entraînement pour progresser. Donc pour moi, l'équipe de France, ouais, voilà, c'était quelque chose auquel je voulais accéder, quoi. Mais j'ai interviewé Ronan il y a une dizaine de jours et il me disait que il y avait une grosse marche entre justement la période junior et senior. Est-ce que toi tu l'as ressenti aussi? Alors moi, en fait, quand je suis arrivé dans les premières années senior, en fait, j'ai performé assez vite. Première année senior, j'avais terminé dans les 10 premiers au championnat de France. Donc la première année, en fait, je suis rentré en équipe de France jeune. Voilà, et donc j'ai pu rapidement faire des stages équipe de France avec les seniors. Ah ouais, donc et comment tu expliques que t'as rapidement explosé? Est-ce que t'as fait quelque chose de plus? T'as modifié ta fréquence d'entraînement? Est-ce que t'as eu un entraîneur? Comment ça s'est passé? Alors en senior, j'avais fait le choix je voulais intégrer un centre d'entraînement. Voilà, j'avais vraiment cette envie d'être plus encadré et de m'entraîner aux côtés de d'autres athlètes. Et donc j'avais fait le choix d'aller au pôle France au centre d'entraînement de Lyon. Et à l'époque, l'entraîneur c'était Yves Masson et voilà. Oui, effectivement, la première année, le volume d'entraînement a doublé pour moi. Hein. Ça a été un gros changement. Voilà, j'essayais de suivre un peu le rythme de ceux qui étaient déjà en pôle, hein, mais ça m'a fait vachement progresser, quoi. D'un coup, j'ai senti vraiment une marche, quoi, de progression. Ah ouais, parce que à Lyon, si je me souviens bien, c'était vraiment l'endroit où il fallait être pour la descente à l'époque. Ah oui, il y avait deux centres d'entraînement, c'était Lyon et Poitiers. Ok. Et quand tu dis l'entraînement a beaucoup changé, toi tu étais habitué à t'entraîner une fois par jour, là t'es arrivé donc c'est 2 fois par jour. Est-ce que les séances étaient aussi plus volumineuses, plus intensives? Ah oui, c'était vraiment plus volumineux, quoi. On faisait vraiment beaucoup plus de kilomètres. En plus, à l'époque, on se préparait beaucoup pour les courses classiques parce que le sprint, il y en avait pas vraiment encore. Il y en avait en Coupe du Monde, mais il y avait pas de championnat du monde de sprint, donc c'était beaucoup orienté quand même entraînement classique avec des séances kilomètres. Est-ce que tu as des exemples de séances? Des exemples de séances, disons que c'était des séances de 1h30 à voire même 2 heures. Hein. Je me souviens de stages en Ardèche, on partait en Ardèche et on se faisait dans la journée 2 fois la descente des gorges. Et à quelle vitesse était le premier arrivé? Ouais, c'est vrai qu'il y avait une grosse densité, donc ça se tirait un peu la bourre. Et moi j'étais jeune, donc quand on est jeune, on aime bien jouer, et donc c'est vrai que on descendait quand même à un rythme assez soutenu, hein. Voilà, entre nous, quoi. Et des fois c'était dur, hein, mais c'est ce qui m'a fait aussi progresser, quoi. C'est cette envie d'approcher les plus grands, quoi, les meilleurs, quoi.
Quand tu fais donc t'intègres vite les stages, est-ce que t'es pris après pour faire les compétitions internationales, les coupes du monde, les championnats du monde? Alors en senior 2, oui, je suis sélectionné pour faire la Coupe du Monde. Et puis par la suite, voilà, j'ai participé à plusieurs coupes du monde. Comment ça se passait? Tu veux dire la sélection? Non, je veux dire les résultats. Est-ce que tu arrivais à bien te classer ou est-ce que tu étais au chou? En fait, ma meilleure paire, ça devait être dans les 10 premiers en Coupe du Monde. Voilà, sur des manches de Coupe du Monde, j'avais réussi à terminer dans les 10 premiers. Mais j'ai jamais réussi à accrocher de podium. Voilà. Qu'est-ce qui fait pour toi que t'as pas accroché des podiums? Disons que c'est difficile à expliquer, hein, mais c'est vrai qu'après, j'avais toujours le sentiment de pas forcément être prêt le jour J où il fallait vraiment performer, quoi. Je me sentais super bien avant, bien après, mais le jour J, c'est vrai qu'il y avait toujours j'étais pas forcément dans les sensations que je pouvais avoir quand vraiment j'étais bien avant sur d'autres compétitions, quoi. Est-ce que parce qu'on m'a dit justement qu'à l'entraînement t'étais plutôt une machine. Est-ce que sur les compétitions tu te mettais peut-être, je fais des suppositions, hein, mais trop de stress ou tu vois, est-ce que tu as eu recours, je sais pas, à un préparateur mental, même si à l'époque c'était pas très courant? Oui, à l'époque c'était pas très courant. Oui, effectivement, il y avait quand même de l'appréhension, un peu de stress par l'enjeu, hein, de la compétition. Ouais, effectivement, peut-être que j'avais le sentiment de jouer un petit peu, de tout jouer un peu sur cette course, et du coup ça donnait plus de stress qu'autre chose, et que finalement après, avec le recul, en se disant que finalement il faut que ça reste un jeu, un plaisir, et peut-être un peu de démystifier un peu cet enjeu de performance, quoi. C'est difficile à trouver le bon équilibre, en fait, hein, pour performer, bon état mental. Ouais. Est-ce que par la suite tu as réussi à performer au niveau mondial? Alors par la suite, en fait, non, j'ai pas fait de championnat du monde, j'ai pas fait de championnat d'Europe non plus, donc j'étais pas loin d'être pris. En fait, j'ai toujours été un peu dans les premiers pas pris, en fait, hein, 4e, 5e place aux sélections françaises. Voilà. Mais voilà, c'était comme ça, quoi. Oui, mais donc à ce moment-là, parce que tu avais beaucoup misé dessus, tu étais au pôle, tu t'entraînais à fond. Comment t'as vécu la suite? Est-ce que tu t'es mis à travailler? Qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que t'as continué à t'entraîner à fond? Est-ce que t'as relâché? Comment t'as vécu tout ça? Oui, j'avais toujours l'envie de m'entraîner, toujours envie d'accrocher une sélection. Après, en 2007, je crois que c'était entre-temps, ouais, en 2003 ou 2002, j'ai fait le choix d'arrêter l'entraînement pour passer mon concours de prof de sport. Donc là, je me suis arrêté une année. Voilà, j'avais besoin de me stabiliser aussi professionnellement. Parce que tu faisais quoi avant? J'étais étudiant, en fait. J'étais étudiant en STAPS à Lyon, et puis on était je vivais avec le soutien de mes parents. J'étais boursier aussi, donc avec des petits moyens, quoi, d'étudiant, hein. J'avais ce besoin de me stabiliser professionnellement, quoi. Et donc là, tu arrêtes de t'entraîner pendant un an, mais donc là, on est 20 ans après quand même, et c'est un des sujets que je voulais aborder avec toi. T'as repris l'entraînement directement après avoir eu ton concours? Oui,
Oui. Donc après, j'ai été affecté à la suite de mon concours en Seine-et-Marne. Et puis, oui, j'avais l'envie de reprendre la compétition. Donc, j'ai repris un peu tout seul de mon côté, hors structure, on va dire. Et puis voilà, je me suis entraîné, on va dire de manière plus individualisée, avec les connaissances que j'avais, l'expérience. Et puis 2 ans après, en fait, je suis champion de France senior en descente, quoi. Il y a eu une concrétisation quand même. Ouais. J'étais revenu du coup avec voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un résultat qui a été marquant pour moi. Oui, c'est sûr. Ouais, j'allais dire, tu t'entraînes, c'est bien, tu t'entraînes, t'es motivé, tout ça, mais est-ce qu'il y a une concrétisation à la fin, parce que j'allais dire, t'es un magnifique deuxième, quoi, deuxième pour l'expression, mais Oui, c'est sûr, ouais. Donc, en plus, c'était sur une rivière, la Vézère, donc une rivière assez technique, assez engagée, et donc, c'était plutôt sympa, quoi. Et là, tu t'entraînais où en région parisienne alors? Alors, en fait, il n'y avait pas de club de kayak à côté, donc je m'entraînais dans un club d'aviron et je me suis beaucoup entraîné avec des rameurs. De temps en temps, j'essayais quand même d'aller à Vers-sur-Marne m'entraîner avec les athlètes du pôle de course en ligne. Donc c'est là où en fait j'ai commencé un petit peu à connaître un peu plus la course en ligne, la discipline, quoi. Parce que toi, t'étais toujours en bateau de descente en fait, au final. Ouais, avant j'étais toujours en bateau de descente, ouais. Ah oui. Et donc là, quand tu vas à Vers, tu te mets un peu plus à la ligne? Oui. En fait, on va dire, j'étais bien accueilli. Hein. Une fois par semaine, de temps en temps, l'hiver, j'allais à Vers. J'essayais de m'intégrer aux séances du pôle, notamment quand c'était des séances un peu au train, un peu kilomètres, pour faire des bornes. Et du coup, je montais en bateau de course en ligne ou en équipage. C'était sympa, quoi. Et puis ça me faisait voir d'autres athlètes, et puis une autre manière aussi de s'entraîner. Qu'est-ce qui changeait? C'était alors ce qui changeait, on va dire, c'était plutôt des séances à thème, hein. C'est sûr que c'était beaucoup plus j'ai l'impression que même si on faisait des kilomètres, c'était des séances structurées, voilà, avec des cadences un peu imposées, pareil, avec des tempos un peu bien normés, quoi. Donc ça permettait de bien structurer la gestuelle. Parce qu'en descente, t'avais pas ça, justement, tu vois, j'ai une connerie, t'avais une capa, et puis la cadence c'était 70 par exemple, non? Il y avait pas de truc comme ça en descente? Alors si, on le faisait quand même un peu, mais en descente c'était toujours un petit peu plus difficile, parce que forcément c'est des plus petites pagaies, et puis bon, la glisse c'est pas tout à fait la même, donc c'est vrai qu'en descente on est souvent sujet à quand même alimenter au niveau de la cadence pour faire glisser le bateau, quoi. Après quand même on se faisait des séances à cadence inférieure, mais c'était quand même pas la même chose qu'en course en ligne, quoi. C'est vrai qu'en course en ligne, on peut beaucoup plus poser l'appui, travailler le relâchement, la rotation, qu'en descente. Bon, c'est plutôt essayer d'entretenir la glisse du bateau, quoi. Est-ce que ça a été un tournant pour toi pour te mettre à la course en ligne, justement? Oui, parce que c'est vrai que en descente j'avais fait un petit peu le tour, et puis j'avais des collègues descendeurs, Olivier Beaupetit, Boris Saunier, qui s'étaient mis à la course en ligne, donc j'avais envie aussi de m'y mettre, et puis du coup on s'est licencié au club de Boulogne-Billancourt, et là qui était un club vraiment course en ligne, et là ça a été l'occasion vraiment de passer, de changer de discipline, quoi. Voilà, j'ai fait le choix de changer de discipline, de m'orienter vraiment sur la course en ligne. C'est un club qui se déplaçait sur les compètes, qui était vraiment structuré à ce niveau-là, donc ouais.
T'es arrivé jusqu'à quel niveau en course en ligne à ce moment-là quand t'étais senior? Alors c'était quand même un peu difficile quand même le changement. Hein, ça... Ben voilà, c'est pour ça que je pose cette question. Les premières courses, c'est vrai que bon, c'était pas évident parce que c'est quand même très spécifique. Hein, même si c'est on va dire sur du plat, quand on se retrouve en confrontation directe, en course de fond ou autre, il y a quand même un peu de stress, hein. Et puis c'est pas les mêmes tactiques de course, les mêmes stratégies, voilà. Donc c'est vrai que moi j'étais beaucoup habitué à faire du contre-la-montre. Hein. Donc et puis au fur et à mesure, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de connaître autre chose. Et puis ça me plaisait bien cette confrontation directe. Ça me plaisait bien. Donc voilà, en vitesse, j'ai dû faire dans les premiers de la finale B. Ok. Voilà sur 500 mètres quoi. Ok, donc c'est pas si mal au final. Ouais, c'était pas si mal. Ouais, j'arrivais à jouer les premières places en finale B. Bon, voilà. Et puis après, je voyais bien quand même que c'était quand même le niveau était hyper relevé quoi. La finale pour accéder en finale A et essayer d'aller jouer des places avec les athlètes de l'équipe de France. Bon, là il y avait quand même une marche. Hein, donc là j'ai fait le choix de m'orienter un peu plus sur la longue distance, le marathon. Ah ok. Et donc j'ai fait une saison de marathon, voilà, où j'ai été pris après en Coupe du Monde, où j'ai fait de l'équipage du K2 avec Guénolé Minter, voilà, et on avait fait une Coupe du Monde en K2, voilà. Ok, mais là ça correspondait plus aux efforts auxquels tu étais habitué, le marathon. Ouais, le marathon, c'est vrai que ça me plaisait bien la distance, quoi. Les kilomètres, la distance, ça me plaisait bien. J'avais cette culture de l'effort, donc ça m'a plu. Bon, même si c'était quand même très spécifique, hein, les portages, tout ça au début c'est pareil, hein, c'est pas évident, et quand même pas mal de tactiques de course. Donc mais ouais, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Et puis voilà, j'avais fait le choix une saison de faire du marathon. Quoi. Et là, quand tu as fait cette saison de marathon, est-ce que tu t'es réentraîné sur du plus long ou tu y allais un peu comme je sais pas quelle année c'était que tu as fait du marathon? Alors c'était en 2000, je crois que ça devait être en 2007, quelque chose comme ça. Donc, est-ce que c'était je fais de la ligne, de la vitesse et puis je vais au marathon comme ça, ou toi t'avais fait un vrai entraînement? Oui, c'est vrai que quand je me suis mis au marathon, j'ai vraiment fait le choix de m'entraîner spécifiquement en marathon, quoi. Vraiment faire des longues distances. Il fallait vraiment être capable de tenir sur des distances de 30 km, quoi. Hein. Donc on a fait beaucoup de bornes. Je me suis pas mal entraîné cette année-là. J'ai fait quelques stages avec notamment des marathoniens, voilà, quelques marathoniens. Il y avait des petits regroupements comme ça à Auxerre, et puis avec Guénolé Minter aussi en Bretagne, avec qui j'avais fait du K2, quoi, qui était un spécialiste du marathon, quoi. Ouais. Je reviens sur un truc parce que au fil des interviews, j'ai l'impression d'avoir compris que quand on passe de la descente à la course en ligne, on a du mal à s'exprimer vraiment fort sur un départ. Est-ce que toi, t'as eu ça aussi au début? Ah oui. Ouais, parce que en fait, c'est vrai que la stabilité, tout ça, c'est quand même difficile. Et j'avais toujours ce sentiment de laisser partir un petit peu pour pouvoir après m'exprimer ensuite, quoi. Donc c'est vrai que les départs c'était pas évident. C'est vrai qu'à l'époque c'était du 500 mètres, donc il y avait la possibilité quand même ça partait moins fort que le 200, mais et puis il y avait la possibilité quand même de revenir. Mais c'est vrai que sur le départ, j'étais pas forcément le mieux placé, quoi. Est-ce que tu as réussi à t'améliorer là-dessus au point de dire qu'aujourd'hui tu peux démarrer à fond ou pas avec les années? Oui, avec les années, oui, c'est sûr qu'on s'améliore. Hein. On travaille sa position d'équilibre, de départ.
Bon, c'est toujours quelque chose que, à mon avis, qu'il faut travailler parce que c'est vraiment très spécifique. Et puis bon, ça vient aussi avec le fait de pratiquer. Hein. Je crois que chaque discipline est très spécifique et ça nécessite un engagement complet dans la discipline, quoi. Il faut naviguer dans le bateau et c'est vrai que même si j'ai pratiqué plusieurs disciplines. Quelque part, quand j'ai fait le choix de m'orienter sur une discipline différente, je savais qu'il fallait que je pratique celle-ci, quoi. Est-ce que tu es retourné à la descente après cette expérience marathon? Tu as continué en ligne? Non, en fait, je suis pas retourné vers la descente. J'ai continué. Non, en fait, après, je me suis orienté vers l'Ocean Racing. Ah, t'as fait. Ah oui, j'ai vu que quand j'ai fait des recherches, effectivement, j'ai vu que tu faisais pas mal de surf ski. Ouais. Donc en fait, j'ai fait le choix de m'orienter vers l'Ocean Racing, parce que en fait, j'aimais bien les courses de longue distance. J'avais envie de rester dans ce registre-là. Mais c'est vrai que le marathon, c'était quand même très spécifique. Comme je te disais, avec les portages, il y avait quand même cette culture très 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 spécifique de course, hein, qui était quand même assez difficile. Et puis bon, l'Ocean Racing, j'avais envie de changer de milieu. Je connaissais quand même, je connaissais Benoît Leroux, qui était descendeur et qui faisait pas mal de Ocean Racing. Et puis c'est un peu grâce à Benoît, que j'ai commencé à me mettre à l'Ocean Racing. Mais c'était les tout débuts là. C'est quelle année? C'était avant 2010? Ouais, ça devait être en 2009 ou quelque chose comme ça. Donc t'as connu les bateaux de surf-ski hyper instables, quoi. En fait, moi, mon premier bateau, mon premier surf-ski, je l'avais commandé à Benoît. C'était son premier bateau quand il a commencé à créer son entreprise. Ok. Voilà. Ça allait à peu près. Ouais. Et alors comment on fait du surf-ski quand on est en région parisienne? Comment on s'entraîne? Parce que bon, j'ai pas l'impression que ce soit déchaîné. Ouais, alors moi, je m'entraîne sur la Seine, hein, donc il y a quand même pas mal de trafic fluvial, ça bouge quand même pas trop mal, donc c'est vrai que le surf ski, ça permettait c'est plus joueur qu'en course en ligne. Dès que ça bouge, tout de suite, c'est plus sympa. Et puis, quand même tout de suite la première année, j'ai fait des stages. J'ai fait des stages en Bretagne. J'ai appris les premiers downwind. Je me suis rapproché de Benoît. Après, j'ai connu d'autres athlètes avec qui j'ai sympathisé. Et puis on était comme ça, quelques athlètes à s'entraîner un peu de notre côté. Donc on se retrouvait pour naviguer ensemble pendant les vacances ou des week-ends, soit en Bretagne, en Normandie. J'ai pas mal bougé. Je suis parti aussi en Guadeloupe, par exemple, pour naviguer un peu plus en surf-ski, apprendre les premiers downwind au large. Et voilà, ouais. Ok. Et est-ce que tu t'as performé en surf-ski? Parce que, et pareil, j'ai une autre question là, c'est que donc tu passes de la descente à la ligne où ça glisse beaucoup, et tu repasses au surf-ski où ça glisse moins. Tu vois bien qu'il y a une inertie, tu repasses un peu plus comme en descente, j'imagine. Est-ce que c'est pas frustrant ça? Le surf-ski, ça glisse quand même pas trop mal. Le surf-ski, je trouve que ça glisse pas trop mal parce que le bateau il est long, donc non, j'avais pas ce sentiment de me traîner avec le bateau, hein, loin de là. Loin de là, c'est vrai que et puis bon, c'est quand même le surf-ski, c'est vrai que dès que t'es en mer et puis tu fais un downwind, si t'arrives à prendre un peu les surfs, tu as quand même des pointes de vitesse quand même assez intéressantes, quoi. Hein. Tu vas facilement en vitesse de pointe à 20 km/h, quoi. Donc c'est cette sensation un peu justement de vitesse et puis de surf qui me plaisait en surf ski. Hein. Il y avait cette adrénaline d'aller un peu vite dans les vagues, de surfer, et puis un peu cette notion ce sentiment un peu de liberté, quoi. Donc c'est vrai que quand on est en mer, même si on fait un downwind et qu'on part tous ensemble, on se retrouve vite un peu tout seul. Donc il y a un peu de stratégie autonome, de navigation. Donc tout ça me plaisait bien, quoi. Et donc est-ce que tu as performé dans les compétitions que tu as fait au début? J'ai fait champion de France en 2012. Ok, ouais, donc assez rapidement.
Voilà, et puis après j'ai fait un championnat d'Europe au Portugal où j'ai terminé 8e. Et puis un championnat d'Europe en Sardaigne, ouais, pareil, où j'ai fait 12e, quoi. Mm-hmm. Ok, ouais, bien. Et donc à ce moment-là, tu faisais que du surski alors? Tu t'entraînais en surski tout le temps? Ouais, je m'entraînais tout le temps sur ski, même. Alors, de temps en temps, je montais quand même en course en ligne, hein, mais c'est vrai, c'était beaucoup entraînement sur ski, même sur le plat, hein, voilà, pour bah, vraiment s'habituer au bateau, la glisse du bateau. Mais bon, ça me dérangeait pas trop parce que bon, comme la Seine, c'est un bassin qui bouge. Pour moi, ça me convenait bien, quoi. Ça me convenait bien, quoi. Et là, tu étais toujours au club de Boulogne? Non. En fait, je me suis après. Là, je suis licencié au club de Fontainebleau à Von, et qui est un petit club. Et en fait, c'est un petit club qu'on a créé avec ma femme, qui est également kayakiste. Parce qu'il n'y avait pas de club de kayak à proximité de chez nous. Et comme je m'entraînais beaucoup avec les rameurs, bah il n'y avait pas de club de kayak. Puis à un moment donné, on a fait le choix de créer un club de kayak. Voilà. Et, bah alors, voilà, là, j'ai pas mal de questions. Comment ça s'est passé cette création? Parce que tu n'avais pas de locaux. Comment tu as eu accès à des locaux pour poser les bateaux? Je sais pas, est-ce que vous avez un ponton pour embarquer? Comment tu as fait pour avoir ça? En fait, c'est né d'un projet avec l'Aviron. Il y avait un projet, donc là, on a intégré en fait des locaux qui étaient déjà existants. En fait, c'est l'ancienne base du bataillon de Joinville. Voilà, à Fontainebleau, qui était laissé à l'abandon et donc qui a été en fait réhabilité par la communauté d'agglomération. Et donc le club d'Aviron s'y est implanté et puis bah nous, ça a été l'occasion de créer aussi une activité kayak avec le club. Et donc comme on connaissait déjà l'Aviron, voilà, la cohabitation se passait bien. Bah voilà, on a intégré les locaux avec eux. Et puis voilà, de là est né en fait le club, quoi. Et alors là, tu étais président de club, donc est-ce que tu as essayé de développer le club en recrutant des adhérents, en les formant? Comment ça s'est passé? Alors au début, bon, on a toujours des petits moyens, hein, mais c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de moyens. C'était des tout petites subventions, hein. Donc bah oui, on avait essayé d'acheter des bateaux d'occasion qu'on a réparés pour avoir quelques jeunes, des adhérents, voilà. Et puis d'année en année, en fait, le club a commencé un peu à se structurer. Donc oui, c'est vrai qu'au début, on s'est pas mal investi justement pour accueillir un petit peu de monde, ouais. Qu'est-ce que tu as acheté comme bateau, vu que tu dis que tu étais sur la Seine? Est-ce que tu as acheté des surskis, des bateaux de descente, des bateaux de ligne? Alors au début c'était plutôt vraiment des bateaux slalom, hein, stables, hein. L'objectif c'était de faire découvrir un peu l'activité. Ensuite on a eu quelques vieux bateaux de descente des anciennes formes, hein, genre Clip, Match 4, enfin voilà, c'était des anciens bateaux, mais bon, pas cher, qu'on avait récupéré vraiment pas cher à un autre club, voilà, d'autres clubs, et puis qu'on a réparé. Voilà, c'était les premiers débuts, et puis après, quand même, on a fait le choix de s'orienter un peu vers la course en ligne. Et donc on a acheté les premiers des petits kayaks course en ligne pour des jeunes, quoi. Ok, donc c'est toi qui leur donnais des cours alors pour leur apprendre le kayak. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai fait ça pendant un temps avant d'avoir les enfants. Ouais, j'y allais bénévolement. Voilà, le week-end, un peu en semaine. Ouais, j'ai formé quelques jeunes comme ça en compétition. Ouais. Putain, c'est super. Et le club aujourd'hui est bien développé? Vous êtes combien d'adhérents? On est toujours un petit club, on est une vingtaine d'adhérents avec des adultes qui pratiquent le kayak de mer en loisir. Et puis on a plus la possibilité d'avoir trop d'écoles de palier à l'année parce qu'on n'a pas de permanent, hein. Et puis bon, avec la vie familiale, c'était devenu un petit peu compliqué, voilà, d'encadrer tous les week-ends, voilà, à l'année, en semaine et tout. Voilà. Bon, après moi j'ai mes enfants qui font un peu de kayak, donc je les encadre naturellement, hein. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait ta fille qui avait été
sélectionné entre guillemets pour faire les tests là en février ou en mars? Ouais. Bah là, en fait, elle est au pôle espoir de Vers-sur-Marne et puis bah ouais, elle s'entraîne bien, donc ouais, ça lui plaît quoi. Mais j'ai une autre question, alors peut-être plus indiscrète, mais ta femme, tu l'as rencontrée sur un bassin aussi? Vu qu'elle faisait du kayak. Ta femme, tu l'as rencontrée sur un bassin en kayak? Bah ma femme, en fait, je l'ai rencontrée, elle est kayakiste, hein, et donc je l'ai rencontrée lors de championnats de France en eau vive, en descente. Voilà, c'est un peu en amont, quoi. Ok, donc c'est toi qui l'as converti aussi à la course en ligne, là, parce que comme je t'ai vu cet été au championnat de France de vitesse, elle participait, ouais. Tu participais, et puis je pense que ta fille participait. Bah, c'est ça en fait. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on maintenant on pratique tous en famille. Voilà, c'est plutôt sympa et même elle, voilà, elle s'est convertie à la course en ligne. Elle a découvert cette discipline tardivement, mais voilà, ça lui plaît. À la fin, pareil, c'est devenu son sport de prédilection, quoi. Mm-hmm. Quand tu crées le club de Fontainebleau, toi t'es toujours en surf ski. Combien de temps elle dure cette aventure surf ski? Ou est-ce qu'elle dure encore aujourd'hui? Bah ça a duré assez longtemps, ouais, bien, ouais, une bonne dizaine d'années, hein. Donc ouais, bah c'était le plaisir de naviguer avec des copains, voilà. Et puis d'aller sur des sites sympas, quoi. Tu as continué de naviguer dans le bateau de Benoît ou t'as changé au fil du temps? T'en as testé d'autres? Ouais, alors après j'ai changé, j'ai testé plusieurs formes et puis là actuellement bah je navigue en Fen Elite S. Ok. C'est ce que voilà. Qui te convient le mieux, tu trouves que ça glisse bien et tout? Ouais, c'est un bateau qui me correspond bien et dans lequel je suis assez à l'aise au niveau stabilité, ouais. Est-ce que, parce que moi j'ai eu un Fen, mais un Swordfish il y a quelques temps, et je trouve qu'on est très très bas dans les Fens, et moi ça me gêne un peu d'être aussi bas. Toi dans le Elite S on est très bas aussi? Oui, on est assez bas quand même. On est assez bas, mais c'est un peu le principe des surf-ski, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on a une assise assez basse qui permet notamment de trouver plus de stabilité au surf. Donc c'est vrai qu'on a même l'impression, au début c'était un petit peu gênant, on a même l'impression d'être un peu en assise arrière en surf-ski et souvent on met des mousses sous les fesses. Sur les fesses, voilà, pour se hausser un petit peu et pour avoir une position du dos un peu plus tenue. Mais c'est vrai que ouais, on est assez bas, quoi. Ok, et t'as pu tester quoi comme autre surf ski au fil du temps? J'avais testé l'Ozo de chez Benoît, qui avait créé une nouvelle forme, et puis après j'avais aussi testé le Vajda. Un Hawks, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et là, c'est un bateau avec une assise un peu plus haute, ce bateau-là. Ouais. Mais du coup, qui est plus confortable je trouvais en assise, voilà, bon, sur le plat et tout, c'est vrai que t'as une assise un peu plus tenue au niveau du bassin, mais c'est vrai que je trouvais le bateau un peu plus instable en mer. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui fait que t'es retourné à la ligne? Tu m'entends, Flo? Ouais, ça a coupé. Ouais, il disait qu'est-ce qui fait que t'es retourné à la ligne? Alors, en fait, c'est avec les enfants, hein, comme ma fille, s'est mis à la compétition, voilà, je l'ai accompagnée, et puis en fait, naturellement, voilà, on s'est remis à la ligne, voilà, pour les suivre. Mm-hmm. Là, aujourd'hui, je voulais faire le podcast avec toi parce que t'es un des meilleurs vétérans, notamment sur le 5000. Ça fait au moins 30 ans que tu fais du kayak. Je sais pas quel âge tu as, mais tu dois être un peu plus vieux que moi, donc ça fait faire une trentaine d'années que tu fais du kayak. Il y en a beaucoup qui, une fois leur carrière, entre guillemets, qui voient qu'ils n'atteignent pas justement le très haut niveau, qu'on atteint le haut niveau, ils arrêtent complètement le kayak. Toi, tu as continué, on voit, en changeant d'embarcation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu continues et donc là à performer, parce qu'aux France de vitesse tu en es bien sorti, aux France de fond tu en es bien sorti, on va y revenir.
Est-ce que tu t'entraînes toujours autant? Ton entraînement a évolué? Tu vois, j'ai plein de questions sur ta longévité. Comment tu fais pour toujours être là, quoi? En fait, moi j'ai toujours le plaisir à naviguer, à être sur l'eau, même quand il y a pas de compète. Voilà, je fais du bateau parce que ça me fait plaisir. D'abord, et puis c'est vrai que le fait d'avoir changé de discipline, tout ça, ça m'a ouvert d'autres horizons. Donc, je me suis senti peut-être un peu moins enfermé dans une discipline avec des objectifs, voilà, sportifs. J'ai un peu ce sentiment de liberté, quoi, de pouvoir à un moment donné de me dire, bah voilà, si par exemple j'ai envie d'aller faire du surf-ski pendant les vacances, bah voilà, j'ai cette possibilité-là, je sais le faire. Et pareil en course en ligne, quoi. Donc en fait ça. Et puis bon, après c'est vrai que le fait de suivre ses enfants, en même temps je monte sur l'eau, j'essaye de m'entretenir, quoi, hein, voilà. Et alors, ça veut dire quoi s'entretenir? Combien de fois par semaine tu t'entraînes, par exemple? Quand il y a des compétitions, hein, pas maintenant parce que c'est l'hiver, mais quand c'est la bonne période, printemps, été, est-ce que tu vas tous les jours? Raconte-moi tout, dis-moi tes secrets. Ouais, je m'entraîne assez régulièrement quand même, hein, parce que même si on est en vétéran, il y a quand même maintenant je trouve il y a quand même une bonne densité, hein, ça se tire quand même pas mal la bourre. Donc et puis bon, c'est vrai que si je veux continuer à me faire plaisir justement en bateau, j'essaye d'avoir quand même une pratique assez régulière. Donc c'est-à-dire en bateau, dès qu'il fait beau, je suis 5 fois sur l'eau dans la semaine. Est-ce que tu as des entraînements encore structurés? Oui, ouais, j'essaye, alors peut-être moins, on va dire, moins intensif, moins rigoureux, mais ouais, j'essaye de mettre un petit peu de contenu. Ouais, c'est toujours plaisant de mettre du contenu. Donc je fais des séances quand je fais du sprint, j'essaye de me calibrer une séance en EB2, faire attention à ma cadence, mon appui. Voilà, puis ça varie un petit peu, ouais, même quand je fais des séances longues, j'essaye de me tenir à une séance un peu type, voilà, de l'EB1, ouais. J'allais dire, donc là tu entraînes pas mal. Est-ce que tu as continué la muscu que tu pouvais faire auparavant, la course à pied, les autres activités ou pas du tout? Alors je continue un petit peu, ouais, j'aime bien courir, je cours assez régulièrement. Par contre la muscu, j'en fais pas trop, c'est pas trop mon truc la muscu. J'en fais quand même, j'essaye d'en faire un petit peu, mais c'est quoi un petit peu? C'est une fois par semaine ou même pas? Ouais, c'est ça. L'hiver, j'en fais une fois un peu par semaine, et après j'en fais plus, quoi. Dès qu'il fait beau, je fais surtout du bateau et un peu de course à pied. Et est-ce que tu sens qu'en n'en faisant pas, donc au fil des années, tu as perdu de la force, de l'appui, est-ce que tu as réduit ta pagaie par exemple? J'ai pas le sentiment d'avoir perdu en puissance. Après, de temps en temps, par exemple, je mets un petit frein sur le bateau. Voilà, ça fait un peu muscu spécifique. Mais c'est sûr que tu perds quand même un peu, hein, le fait de pas faire de muscu. Tu te sens un peu moins fort dans le tirage, hein, de la pagaie, mais quelque part c'est pas non plus trop en manque, parce que je compense par d'autres aspects, quoi. De fluidité. Je pense que surtout après c'est garder de la fluidité dans le geste, quoi, que tu perds en motricité quand tu prends de l'âge, quoi. Donc voilà, j'essaye d'entretenir un peu cette aisance dans le coup de pagaie, la gestuelle. Et puis bon, je crois qu'en course en ligne, quand même, quand tu tires des grands leviers avec des surfaces de pale un peu plus grandes, un peu plus larges, on va dire, ça t'entretient aussi musculairement, hein, naturellement. Avec quoi tu pagaies? T'as quoi comme pagaie? Alors j'ai une 760, une Bradshaw, ça doit être la Bradshaw 11. Ok, une Bradshaw 11 en 760, ok, je vois. Et en quelle longueur tu mets? Je mets 2,15 et demi. Et tu mesures combien, Marco? 1m70. Ah oui, t'es pas grand, et ton envergure c'est quoi alors? T'as des longs bras? Mon envergure c'est 1m80. Ah ouais, donc t'as plus 10 quand même, ah ouais. Ah ouais, t'as des longs bras. Ouais, c'est le secret. C'est le secret. Et en bateau, tu navigues avec quoi?
J'ai un Elo 7. Ok, ouais, donc t'as un Elo 7. En quelle taille? Taille L. Taille L, ok, ouais, donc là t'es un peu plus gros. Combien tu pèses, le Flo? Je pèse 73 kilos. Ouais. Et est-ce que c'est ton poids de forme que t'as depuis toujours? Ouais, c'est assez régulier, quoi. Ouais, à chaque fois, c'est un peu ce poids-là, quoi. Ouais. Mais je cherche pas à m'amincir ou à prendre de la masse, hein. Ouais, voilà. Ouais. Et est-ce que, aujourd'hui, là, tu t'entraînes 5 fois par semaine, tu cours aussi, est-ce que tu t'entraînes toujours tout seul? Je m'entraîne, on s'entraîne beaucoup, comme je disais, hein, en famille, mais ouais, assez régulièrement tout seul quand même, hein, assez régulièrement tout seul. De temps en temps, voilà, si je peux aller faire une séance, voilà, j'ai l'occasion de naviguer à d'autres personnes, je le fais. Mais non, je m'entraîne assez régulièrement tout seul, parce que ça, au niveau des horaires, c'est plus facile. À combiner avec la vie professionnelle et familiale. Dans quoi tu travailles aujourd'hui? Je suis prof de sport, donc je travaille à Jeunesse et Sport, donc à service départemental de Seine-et-Marne à Hamelin. Ok. Ouais, mais je connais bien, moi je suis de région parisienne à la base, donc je vois bien où c'est tout ça. Ah ouais, d'accord, ok. T'es d'où? Moi j'étais de Mitry-Mory, donc à côté, je suis pas loin de Chelles. Hein. Donc, ouais, d'accord. Je vois bien, okay. je vois bien tout ça, ça me parle bien, toutes ces villes. Je vois comment c'est. D'accord. Ben là, tu vois, là, quand je m'entraîne sur la Seine du côté de Seine-Port, Saint-Fargeau-Ponthierry, okay. Ce point-là, quoi. Et voilà. Est-ce qu'on peut s'entraîner sur le canal de l'Ourcq ou pas? Je crois que oui, tu peux naviguer, ouais, sur le canal de l'Ourcq, ouais. Ouais. Je me suis dit, parce que le canal de l'Ourcq, c'est pas bien large, mais c'est long, quoi, hein. Tu peux naviguer un moment, quoi. Ah ouais, t'as un potentiel, ouais. Ah ouais, carrément, ouais, t'as un potentiel, ouais. C'est vrai que c'est un peu étroit, mais ouais, je pense que tu peux faire, peut-être pas partout, mais en tout cas, ouais, je crois qu'il y a un club de kayak, hein, qui navigue sur le canal de l'Ourcq, hein. Ouais, ça m'étonnerait pas, parce que bon, à côté de chez moi, il y avait ça, justement, et je me disais, il y avait jamais personne. Je me dis, bon, bah, je sais pas à quoi sert ce canal, pas très propre, on va dire. Donc là, t'as pas envie de tomber. Mais ouais. Aujourd'hui, donc tu fais des super résultats en vétéran. Tu t'es exprimé cette année aussi bien en vitesse qu'en fond. En vitesse, est-ce que tu peux rappeler les places que tu as fait? Alors, en vitesse, je fais premier en 500, deuxième en 200. Et puis, voilà. Et puis j'ai fait le 5000, où je finis deuxième. Voilà. Ok, ouais, donc c'est des super places. Et est-ce qu'aujourd'hui, justement, avec ces places, je sais pas, est-ce qu'il existe, tu vois, là, j'étais à Libourne avec Ronan, donc il y a 2 semaines, et j'ai vu qu'il y avait des championnats du monde master en aviron. Est-ce qu'il y a des choses comme ça pour les kayakistes, à ta connaissance? Ouais, je crois que ça existe. Ouais, il y a des championnats du monde master. Ouais, il y a toujours la possibilité. Par exemple, en marathon, je sais qu'il y a des épreuves avant les épreuves de seniors, hein, course, on va dire un peu officielle. C'est ouvert au master. Mais bon, c'est pas, ouais, j'ai pas forcément l'envie, de faire plus, quoi, de faire plus des compétitions internationales. J'ai pas forcément envie. Je trouve qu'au niveau national, déjà, il y a une bonne densité, et puis on est plusieurs comme ça à s'entraîner, à se tirer la bourse, c'est sympa, quoi. Voilà, j'ai mon compte, on va dire. J'ai déjà mon compte avec les courses déjà nationales, quoi. Et si j'ai bonne mémoire, on m'a dit que tu t'étais explosé une épaule durant ta carrière. Ouais, je me suis luxé l'épaule lors d'un stage équipe de France. C'était à l'étranger. La rivière était était en crue. Et puis du coup, une erreur de trajectoire. Et puis je suis tombé. Et là, je me suis luxé l'épaule. Donc oui, ça a été une année un petit peu difficile, parce que déjà, il a fallu intervenir assez rapidement. J'ai fait le choix d'être opéré. Bon, en même temps, je pense que j'avais pas vraiment le choix, parce que vu l'état de l'épaule, c'était devenu nécessaire, quoi, enfin urgent. Et donc pendant une saison, enfin un peu moins d'une saison, j'ai fait de la rééducation, opération, éducation, pour essayer de revenir, quoi. Ça, c'était quoi, début d'année 2000? Ouais, c'est ça, c'était en 99.
c'était une année où j'étais pas trop mal en plus en bateau. On avait fait une Coupe du Monde l'hiver en Nouvelle-Zélande. Et j'arrivais à bien me placer, quoi. J'arrivais à bien me placer et puis je montais, j'avais bien progressé. Je me sentais un peu plus, je me sentais pas mal, quoi. Et puis au milieu de la saison, il y a cette blessure qui est intervenue, qui est arrivée, quoi. Donc il a fallu se remotiver. Mais quelque part, ça a été parce que j'étais quand même assez bien accompagné. Je suis parti en centre de rééducation à Cap-Breton, donc là j'ai fait une coupure. Ça m'a fait voir aussi d'autres sportifs qui étaient un peu dans le même cas que moi. Il y avait pas mal de sportifs qui étaient en rééducation, de sportifs de niveau, et puis après j'ai repris l'entraînement de mon côté à mon rythme, on va dire. Hein. Voilà, et puis mais assez rapidement finalement je suis revenu, quoi. Je suis revenu à la compète. Et est-ce qu'aujourd'hui tu as des séquelles de cette opération? Est-ce que tu sens que cette épaule-là est moins bien? J'ai pas du tout de séquelles. J'ai plus d'appréhension du tout avec cette épaule. Hein, et j'en ai jamais eu par la suite. Et je suis très content finalement d'avoir fait ce choix d'être opéré et d'avoir pris le temps de faire la rééducation derrière. Mais c'est vrai que après pour le coup, une fois que j'avais fait cette opération, psychologiquement, j'avais pas de blocage ou de crainte à avoir sur un risque d'une nouvelle blessure, quoi. Donc non, je ressens pas du tout une gêne, même en mobilité aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as eu d'autres blessures? Non, j'ai pas eu d'autres blessures, non. Et alors, j'allais un peu sur la question de la fin. Est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment dans ta carrière, des choses que tu as fait, peut-être que tu aurais fait d'une autre façon et qui t'auraient aidé peut-être à mieux performer? Avec des si on refait le monde, je sais bien, mais est-ce qu'il y a des trucs que tu as en tête? Non, pas spécialement. C'est sûr que c'est toujours difficile de se dire on aurait pu faire mieux, etc. ou des choses différemment, mais je crois que c'est aussi les choses de la vie, quoi. C'est-à-dire que c'est très formateur aussi, hein, et à travers quelques échecs ou du moins lorsqu'on n'atteint pas forcément les objectifs qu'on s'est fixés, c'est aussi formateur et c'est peut-être aussi ce qui m'a orienté vers d'autres horizons, fait voir autre chose, donc non, je regrette rien et puis je sais pas si je le ferai différemment. En tout cas ce que je retiens, c'est que j'ai toujours plaisir à aimer ce sport et à rencontrer des personnes dans ce milieu, quoi. Non, mais ce qui est impressionnant, c'est pour ça que je voulais t'interroger, c'est que tu vois, ça fait 30 ans que tu t'entraînais beaucoup seul, aujourd'hui tu t'entraînes encore seul. Donc on voit que tu aimes ça, quoi. Je pense que c'est la phrase du podcast, on voit que tu aimes ça, quoi. Alors après c'est vrai que j'ai eu cette démarche à un moment donné de m'entraîner seul, parce que autour il n'y avait pas forcément beaucoup d'autres sportifs qui s'entraînaient comme moi, mais quelque part j'ai toujours essayé d'aller aussi à la rencontre de d'autres sportifs et c'est vrai que le kayak m'a fait rencontrer quand même pas mal de monde. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a aussi intéressé, quoi, et qui m'a poussé à continuer, quoi. Notamment quand j'ai fait l'Ocean Racing, c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de sportifs aussi, hein, et qui sont devenus des amis aujourd'hui, et c'est vrai que c'est sympa, quoi. C'est sympa, ouais. Est-ce qu'il y en a qui t'ont marqué plus particulièrement? En Ocean Racing? Dans toute ta carrière, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont marqué un peu plus que d'autres? Notamment, je pense à Yannick Laous, Yannick Laous, les frères Reynaud, Rémi Pété, et des gens comme ça, qui sont aussi, on va dire, qui sont aussi beaucoup entraînés tout seuls, de leur côté,
qui ont eu cette passion de l'activité et qui sont abandonnés complètement à leur sport. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'admire aussi parce que voilà, c'est pas évident aussi de le faire, quoi, de s'engager autant et de faire le choix de s'abandonner complètement à un sport pour performer, quoi. Est-ce que tu penses pas que c'est justement quelque chose qui a pu te limiter de t'entraîner beaucoup tout seul, c'est de pas avoir l'émulation du groupe à chaque fois, comme tu dis, quand tu étais jeune, tu faisais des stages en descente, tu étais jeune senior avec les autres, donc tu bourrais, donc ça te tirait beaucoup vers le haut. Tout seul, des fois, on a tendance, je sais pas toi, hein, mais moi en tout cas, des fois, même si tu dis que t'es à fond, s'il y a quelqu'un à côté, t'es un peu plus qu'à fond, tu vois. Ouais, alors après, je trouve que le fait quand même aussi quand tu te connais bien, c'est pas trop gênant de s'entraîner tout seul. Et notamment, ça te permet aussi à un moment donné de bien caler ton entraînement de manière individuelle, personnalisée, et pas de se caler par rapport à la vitesse de l'autre. Alors après, c'est sûr que la confrontation, en course en ligne, je pense qu'elle est quand même assez nécessaire, hein. C'est vrai que comme c'est un sport à confrontation directe, c'est important aussi de s'entraîner avec d'autres personnes et être dans un collectif. Mais quelque part, je pense qu'aussi, quand tu veux affiner un petit peu les choses, c'est important de prendre du recul et puis de essayer de se recentrer un peu sur vraiment ses besoins, et pas de se caler par rapport aux autres, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu le danger quand on est dans des gros collectifs. C'est un peu ce que je ressentais un peu à Lyon, hein, à certains moments, c'est que c'est d'avoir tendance à suivre un peu trop les autres ou les meilleurs et un peu à griller un peu les étapes, quoi. Voilà. Donc là aujourd'hui, je ne ressens pas trop ce manque de collectif, mais bon, comme je te disais, je me suis toujours essayé d'aller m'inspirer aussi d'athlètes qui étaient forts, on va dire, qui étaient un peu des références, hein, dans la discipline, donc et de m'inspirer un peu de ce qu'ils faisaient, quoi. Donc j'ai un peu pris de chaque et puis essayer de voir un peu ce qui me convenait le mieux, quoi. Comme tu t'es beaucoup entraîné seul, j'imagine que t'avais pas trop de retour sur ta technique ou autre, quand tu voyais les autres, mais pas tout le temps. Comment tu t'organises techniquement dans le bateau? Est-ce que tu t'organises plus, tu vois, donc là je parle avec Roland parce que je l'ai vu récemment, mais lui je dis comment tu fais? Il dit moi je pense surtout aux pieds, bien mettre les pieds. Toi, à quoi tu penses techniquement? Comment tu t'organises? Alors techniquement, j'essaie vraiment de penser au relâchement. Ça, c'est vraiment primordial pour moi. D'essayer d'être assez fluide dans la gestuelle et puis de vraiment ressentir la glisse du bateau, quoi. Vraiment ressentir la glisse du bateau. Alors je me suis beaucoup entraîné aussi avec des outils, hein, comme le GPS, voilà, le cardio-fréquence-mètre, mais bon, plus le GPS. Mais c'est un peu le danger de regarder un peu trop la montre, quoi. Ouais, moi j'ai tendance à faire ça. Donc après tu fais des tests et tu vois comment tu vas le plus vite. Sur le moment, c'est peut-être pas la meilleure technique à terme. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ta séance que tu as prévue en EB1, à force de regarder la montre, tu finis en EB2, quoi. Et puis tu te dis est-ce que j'ai fait plus vite que la précédente? Enfin voilà, donc c'est un peu le danger. Ceci dit, c'est quand même hyper intéressant de le faire à un moment donné parce que ça te donne quand même des outils pour bien te connaître et connaître tes différentes allures. Donc de temps en temps, moi je le réutilise, hein, voilà, c'est quand même intéressant. Mais après, je pense que ce qui est important, c'est de mettre un peu ces outils de côté et puis d'être sur le ressenti, voilà, dans l'instant et moi c'est vrai que c'est la technique, même si j'ai pas de retour extérieur, j'essaye de penser à toute cette phase de relâchement, phase aérienne et d'attaque dans l'eau, voilà, et d'être bien fluide dans la coordination aussi avec les jambes, ouais. Et alors quand tu veux accélérer, qu'est-ce que tu fais? Tu te relâches plus pour mettre plus de fréquence? Ouais, je pense que le relâchement, ça joue quand même pas mal. Moi, je suis de cette école-là, de dire
À un moment donné, quand tu pars en sprint et que tu t'as bien bourré au départ, la capacité à se relâcher pour continuer à entretenir sa vitesse de pointe, elle est importante, quoi. Elle est importante, donc c'est être capable de rester dans la gestuelle, rester dans son projet, sans trop se détériorer au niveau gestuel, parce qu'après le risque, c'est d'être toujours dans le dur, et puis au final de penser qu'on tire dur, mais en fait on tape l'eau, quoi. Donc le relâchement pour moi il est primordial aussi pour aller vite, quoi. Bah super, c'est un bon mot de la fin pour moi. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, je crois qu'on a fait un peu le tour, hein. Non, pas plus que ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes que tu souhaiterais entendre sur le podcast que j'ai pas encore interviewé? Alors oui. Il y a des personnes. Je pense que tu as dû y penser. Je pense notamment à Cyril Carré. Cyril, il se fait désirer, hein, ça je le sais. Voilà. Non, c'est vrai que c'est des personnes comme ça que j'aimerais bien entendre, des sportifs comme ça que j'admire. Je pense aussi à Arnaud Ibois, en course en ligne. Sinon, en descente racing, je pense que ce serait intéressant aussi. J'aimerais bien entendre Yannick Laous. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a quand même une culture de l'effort et une façon de s'entraîner un peu atypique. Donc c'est vrai que ça sera intéressant. Et puis en descente, je connaissais pas Yannick, donc j'ai noté ça. Ça c'est bien. Ouais, je pense. Alors là, pour le coup, en volume d'entraînement, je pense que ce serait quand même assez intéressant de l'entendre parce qu'il était vraiment sur des gros volumes d'entraînement. Est-ce que tu as son contact? Ouais, j'ai son contact, ouais. Super. Ouais. Ouais, je pourrais te le donner. Ouais. Et en descente, il y en a que t'aimerais entendre, tu disais? Ouais, en descente, je pense notamment à Rémi Pété aussi, ouais. Qui a fait aussi un peu de course en ligne, d'ailleurs. Donc, ce serait intéressant, ouais. Vu son palmarès en descente, je pense que ce serait intéressant d'avoir un peu sa vision, quoi. Oui, j'entends souvent une légende sur Rémi. Alors je la raconte, je sais pas si c'est vrai, à prendre avec des pincettes donc. C'est qu'un coup il y avait un stage descente et à Séville, et puis il y avait aussi les gars de la ligne. Et en fait, d'un coup, il s'est mis dans la vague à côté en bateau de descente, quoi. Il tenait dans la vague comme un fou, quoi, en bateau de descente. Ah ouais, mais ça m'étonne pas. Ouais. Bon, c'est vraiment une machine de l'entraînement. Ouais. Bon, j'ai fait un peu d'équipage avec lui en surski notamment. C'était hyper agréable. Et ouais. Non. Ouais. Eh ben super Flo. Est-ce que s'il y a des gens qui veulent te contacter, comment le font-ils? Est-ce que le mieux c'est ta page, ton compte Facebook? J'ai vu que tu répondais rapidement. Ouais, ma page Facebook. Ouais, très bien. Ouais. Et super. Merci de ton temps et puis j'espère que ceux qui nous écoutent auront eu des réponses et que ça les aura motivés à toujours s'entraîner pour mieux performer. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.